Depuis quand vous êtes syndiqué et pourquoi avez-vous décidé d'appartenir à ce syndicat? Depuis quand je suis syndiqué? Ça doit faire une bonne dizaine d'années, je pense. Je n'ai pas le souvenir, comme quoi le temps passe vite. Pourquoi j'ai choisi ce syndicat? Parce que c'est celui qui correspondait le mieux à mes idées et à la façon de travailler en tant qu'organisation syndicale. Par affinité également, puisque j'y ai retrouvé des anciens collègues et des anciens même camarades de classe, collègues. On se retrouve par affinité, de toute façon, dans le temps, un jour ou l'autre, quoi. Et pourquoi la CFDT? Parce que c'est une organisation syndicale qui travaille de façon productive et qui n'est pas forcément tout le temps en train de crier au pied du mur, mais qui travaille et qui sait au moment où il faut être réactif, mais avant d'être réactif et de rentrer dans des conflits, de toujours trouver la solution avant le conflit. On estime à la CFDT que de rentrer dans un conflit, c'est un échec à la négociation. Et nous, on cherche toujours à négocier. Donc avant de rentrer dans le conflit, on cherche la négociation. Et nous, on estime que si on rentre dans un conflit, c'est un échec à la négociation et c'est un échec dans notre relation avec les partenaires qu'on a en face de nous, quoi. Voilà. Comment est venue l'idée de former l'intersyndicale? Et puis quels sont les syndicats qui recoupent? Alors les trois syndicats de l'intersyndicale de Petroplus, il y a la CFE-CGC, la CGT et la CFDT. Ce sont les trois syndicats qui sont présents sur le site. Comment c'est venu? C'est pas compliqué. On s'est aperçu qu'à un moment, dans la situation où on se trouvait dans la société, il était préférable de travailler tous ensemble plutôt que d'avancer chacun de notre côté. Il était beaucoup plus productif de travailler tous ensemble. Et on n'avait pas trop le choix parce que si on veut avoir le soutien de l'ensemble des salariés et qu'on laisse il faut laisser devant la porte nos inimitiés, comme on appelle ça, et travailler et faire avancer tout le monde ensemble. Donc c'était le meilleur moyen de faire avancer l'ensemble des salariés et d'être le plus productif possible au niveau syndical, de créer une intersyndicale. Voilà pourquoi. Et en ce moment, est-ce que vous avez eu plus de militants ou d'adhérents? Parce qu'on sait que c'est un coût quand même, non? Un coût, il y a quelque chose, faut payer un peu pour... On paye, non, l'intersyndicale, le fait de se syndiquer, oui, il y a forcément une cotisation syndicale, ouais, voilà. Ça on est obligé, ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cotisation syndicale, c'est un faux problème dans la mesure où une grosse partie de la cotisation syndicale est déductible des impôts. Donc il faut savoir que c'est une infime partie, à peu près, si je ne me trompe pas, 25%, qui vraiment reviennent à la charge des salariés. 33%, voilà, excusez-moi. Donc c'est ça, hein, il y a donc 67% qui sont déduits des impôts. Et même, alors ça c'est tout nouveau, au niveau des cotisations syndicales, ce qu'il faut savoir c'est que si une personne était non imposable, c'est-à-dire qu'elle ne paye pas d'impôts, ces 67% lui reviennent en crédit d'impôt ou lui sont reversés par l'État. Donc c'est vraiment infime, ça coûte très très peu à un salarié au niveau de la cotisation, quoi. Et tu peux me répéter la question entière? Si vous avez eu plus de militants ou d'adhérents? On a perdu quelques adhérents, parce que quelques-uns ont démissionné, mais ces derniers temps, ces derniers mois, on commence à avoir des gens qui viennent adhérer. Je dirais que la lutte parce que c'est pas encore finalisé, mais va nous amener plus d'adhérents qu'on en a perdu.
Mais on les a pas perdus parce qu'ils ont décidé de quitter le syndicat, et on en perd parce qu'ils ont décidé de démissionner. Donc pour l'instant ils restent adhérents, mais on va les perdre au niveau de la section. Ils vont certainement rester adhérents CFDT, mais sur une autre entreprise et dans une autre section syndicale. CFDT bien sûr. Quelle action avez-vous amené pour trouver des repreneurs? Ah, c'est une action de longue haleine au niveau des repreneurs. On a commencé par une des premières choses qu'a fait l'intersyndicale. On a monté un dossier sur la raffinerie. À l'intérieur du dossier, il y avait, on y trouvait tout ce que faisait la raffinerie, dans quel état était la raffinerie, le nombre de salariés, tout ce que comprenait le package de la raffinerie. On y a ajouté, et ça avec l'aide de la direction et des salariés de la raffinerie qui ont travaillé autour, tous les projets qui avaient été étudiés, mais qui n'avaient pas pu être mis en place parce que par manque d'argent et par le fait que la société mère nous a laissé tomber, donc on ne pouvait pas faire les projets. Donc tout ça, on l'a mis dans un dossier. On est allé sur Internet, on a regardé toutes les grandes sociétés dans le monde qui pouvaient travailler dans le pétrole, qui pouvaient nous amener une aide, et on s'est pris par la main, on leur a fait une belle lettre avec le dossier, et on a envoyé ça par Chronopost à toutes les sociétés qu'on pouvait trouver qui pouvaient faire quelque chose pour la raffinerie. Et derrière, on a eu... Alors forcément, toutes les sociétés n'ont pas répondu. Certaines ont répondu qu'ils n'étaient pas intéressés, d'autres n'ont pas du tout répondu. Et derrière, il y en a quelques-unes qui se sont fait connaître et on les a amenées après vers les organismes gouvernementaux et également en premier lieu vers l'administrateur judiciaire qui, lui, est là pour récolter les offres, les candidats. Les candidats. Et on a envoyé ce dossier-là. Je ne sais pas si tu as gardé la liste des gens qui ont envoyé. Bruno nous l'avait fait, on va regarder si on trouve. Et puis il y a eu des retours. Et puis après, nous, on a orienté ces gens-là vers l'administrateur judiciaire, qui est la personne qui gère, puisque maintenant on est sous tutelle, étant donné qu'on était à cette poste-là en redressement judiciaire, maintenant on est passé en liquidation, mais on était sous la tutelle de l'administrateur judiciaire. Donc c'est lui qui gère toutes ces choses-là, quoi. À partir du moment où on est en redressement judiciaire, on est mis sous la tutelle d'un administrateur judiciaire. On a fait passer tous ces dossiers-là vers l'administrateur judiciaire et après c'est sur une société, il y a tout un tas de démarches que doivent faire les sociétés qui se présentent en tant que candidats, notamment pour être informés de tout ce qui est tenu au niveau industriel, social et tout d'une entreprise. Il y a ce qu'on appelle la data room. C'est un dossier qui est informatique qui est mis en place et pour accéder à cette data room, le candidat doit signer une lettre de confidentialité par laquelle tous les renseignements qu'il aura dans la data room sont confidentiels. C'est une data room parce que... c'est ce que j'ai expliqué. C'est la data room, c'est un. C'est une base de données auquel le candidat repreneur a accès, suivant après une signature de lettre de confidentialité, qui lui permet d'avoir toutes les données techniques, financières de l'entreprise. Ouais. Sociale, financière, technique de l'entreprise. Mais c'est sous le sceau de la confidentialité. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de les diffuser sur Internet. Donc, à partir du moment où un candidat a eu accès à la data room, on peut dire que cette personne-là est intéressée par la reprise de la raffinerie. Après, il travaille sur le dossier et puis il y a des relations avec l'administrateur, après des relations avec l'État, enfin les différents. Mais bon, on est passé par là. Donc au départ, on a lancé une grande campagne d'envoi de dossiers vers des repreneurs potentiels, qu'on avait estimés potentiels. Il y en a même entre deux qu'on avait oublié, qu'on a relancé. C'est comme ça, ça a fonctionné. Voilà. Avez-vous mis en place une caisse de grève pour les salariés de Petroplus? Oui, alors on a mis en place ce qu'on appelle une caisse de solidarité pour les salariés. Alors au début, cette caisse était faite
tout au début a été mis en place lors des grèves. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est dans la raffinerie, quand on se met en grève, il y a on est une société Céveso, il y a un minimum de personnel réquisitionné. Alors il faut que je vous explique, lorsqu'on se met en grève, il y a des gens qui sont en grève, les gens se mettent en grève, une partie. Dans ces grévistes, il y a des gens qui sont réquisitionnés, donc ils se déclarent grévistes, mais ça fait partie dans notre contrat de travail, mais on est obligé de travailler. Mais on se déclare gréviste. Alors c'est pas la totalité, dedans il y en a qui sont grévistes et qui ne travaillent pas. Donc les gens qui sont grévistes et qui ne travaillent pas perdent de l'argent. Une journée de grève, c'est une journée. Par contre, des gens qui sont grévistes et réquisitionnés, parce qu'on a obligation, on est une usine Céveso, et il faut qu'il y ait des salariés qui soient en surveillance pour la sécurité et tout, ces gens-là sont grévistes mais payés. Donc là, ça pose un problème. Donc on a mis en place une caisse de solidarité en disant que les gens qui étaient grévistes et payés donnent un petit peu d'argent pour que les gens qui se déclaraient grévistes et qui soutenaient le même combat et qui perdaient de l'argent ne récupèrent pas la totalité, mais un petit peu d'argent. Donc on a mis en place une caisse. Et dans cette caisse-là, il y a les salariés ont donné à la caisse, mais on a commencé à avoir des personnes extérieures qui ont commencé à mettre dedans. Donc les premières grèves qu'on a mises en place, et ça date de loin, parce que cette caisse-là a été mise en place au moment des grèves en relation avec les retraites, le mouvement qui a été de contestation sur les retraites, et elle est restée en place. Bon, pendant un moment, elle est tombée en sommeil, mais dans cette caisse, il restait de l'argent. Donc elle a continuer à vivre, quoi. Et on l'a réactivé derrière parce qu'on a énormément de soutien de l'extérieur, des gens qui ont donné des chèques, un petit peu d'argent, on a eu un peu de partout. On a eu également des concerts de soutien où il y a des groupes qui sont venus jouer, notamment à Mont-Saint-Aignan, qui ont donné un peu de leur temps, et toute la recette a été mise dans la caisse de grève. Il y a eu également ici des repas le midi, merguez, boissons et tout, donc les gens donnaient ce qu'ils voulaient et cet argent-là rentrait dans la caisse de grève. Enfin. Donc il existe une caisse. Cette caisse-là nous sert notamment à payer tous les frais de déplacement des salariés, de l'intersyndicale, quand on est obligé de prendre des bus par exemple pour se déplacer, pour faire une manifestation. Si on prend un bus de plus, ça monte vite au-dessus du millier d'euros, quoi. Donc il faut quand même. Donc c'est géré c'est géré en intersyndical. Donc il y a une personne de chaque syndicat normalement qui est sur la gestion. On fait un point tous les mois, on essaie de voir où on en est, quoi. Voilà. Donc il existe une caisse de grève. Et cet argent-là sert pour tout ce qui est mouvement. Lorsqu'on fait déplacer des personnalités, quelquefois, on organise des repas, des repas pendant lesquels on discute, on travaille et tout. Il faut payer toutes ces choses-là, donc c'est pris en charge par la caisse intersyndicale. Voilà quoi sert cet argent. Et le point qui nous coûte le plus d'argent, c'est lorsqu'on déplace les salariés pour une manifestation. Parce que déplacer un bus, c'est 500, 600, 700 euros, ça dépend du temps où on va. On a fait un déplacement par exemple à Bruxelles, on a déplacé 2 bus à Bruxelles pour aller manifester devant le Parlement européen. Ça a coûté très cher. Donc il faut avoir les moyens de payer tout ça. Voilà. Le syndicat dont vous faites partie met-il à disposition une aide financière aux salariés? Enfin, ça revient. Alors le syndicat, le nôtre, il y a des aides mais pas financières. Alors il existe une caisse, une espèce d'assurance, une caisse d'assurance en cas de journée de grève. Mais il faut que ça dépasse un nombre de journées de grève pour que on ait une prise en charge d'une perte de salaire et tout. Mais financièrement, dans notre combat que l'on a Petroplus pour sauver la raffinerie pour l'instant, on a eu des aides, comment expliquer, pas financières, on a eu des aides matérielles, des fourniture du matériel, des drapeaux, et la grande banderole qu'il y a devant la raffinerie, par exemple, CFDT, nous a été offerte par notre syndicat. Donc voilà.
Mais des aides financières par elles-mêmes, non, on n'en a pas, on n'a pas eu. On a des aides matérielles qui reviennent au même, puisque le matériel, il faudrait l'acheter. Voilà. Si l'entreprise venait à fermer, quelles solutions seraient envisagées pour les salariés dans une nouvelle orientation professionnelle? Alors ça, c'est compliqué. Si la société vient à fermer, on va voir d'ailleurs la semaine prochaine, je crois, c'est la semaine prochaine le CEO extraordinaire sur lequel on va parler des solutions, on appelle ça des solutions alternatives. C'est-à-dire que si la société n'est plus une raffinerie, qu'est-ce qu'on fait du site? Alors, franchement, moi, j'ai pas trop d'idées, à part une où une partie du site pourrait devenir un dépôt pétrolier. Ce que l'on ne souhaite pas, nous, ce qu'on veut, c'est que le site continue à raffiner du pétrole. Mais alors, il y a plusieurs, certainement un panel de solutions qui va nous être proposé. Mais pour l'instant, nous, à part l'histoire du dépôt, le reste, on ne sait pas. Parce que ça va être très compliqué sur un site comme le nôtre de faire autre chose que du raffinage. Alors, de l'autre côté de la rue, vous avez vu, il y a plein de bacs. Ces bacs-là, ils peuvent servir à faire un dépôt. Parce qu'on est idéalement placé entre Le Havre, qui est un port, et Paris, et la région parisienne, qui est un gros consommateur d'hydrocarbures. Et nous, on est au milieu, avec des pipes, des gros pipes qui peuvent amener des produits dans les bacs, et d'autres pipes avec une société de pompage qui est tout près ici, qui peuvent envoyer les produits qu'on aurait fait transférer dans les bacs, qui peuvent les envoyer sur la région parisienne. Donc on est idéalement placé, et je ne le souhaite pas, pour faire un dépôt. Mais ça, on ne le souhaite pas du tout, parce que si on commence à faire un dépôt là, ça va faire énormément de mal. Nous, on va disparaître, ça veut dire qu'on disparaîtrait, mais ça veut dire aussi que d'autres raffineries dans la vallée de Seine disparaîtraient, parce qu'on amènerait directement des produits finis dans des bateaux, qui seraient déchargés des bateaux, envoyés ici dans les bacs, et des bacs envoyés directement vers la région parisienne. Ce qui veut dire que les raffineries de bord de Seine, sur la région havraise, ils n'auraient plus lieu d'être, puisque les produits arriveraient, mais ce sera des produits finis, ce ne sera plus du brut à raffiner. D'accord ? Donc il y a cette histoire de dépôt pétrolier. Après, le reste, ça va être compliqué, parce que ici, on fabrique pas des bonbons, on fabrique du pétrole depuis plus de 80 ans, et puis les sols sont pollués. Donc ça, c'est un énorme problème. Même si on venait à raser tout ce que vous voyez là, retirer toute la ferraille et tout, il y a un gros problème, c'est qu'il faut dépolluer les sols avant même de faire quoi que ce soit. Et là, c'est très très compliqué. Donc nous, on n'a pas, on ne sait pas. On verra ce qu'on nous proposera. Nous, organisation syndicale, après on discutera autour, mais on verra pas. Je peux compléter un petit peu. Bon, sur la réorientation des salariés, si jamais il n'y avait pas de poursuite d'activité ici, donc là Pascal vous a parlé de tout ce qui est local, partiel et qui se situerait malgré tout sur le site. Mais à terme... Oui, donc il y aura certainement un reclassement... Oui, ça va, oui. Pour continuer de ce que dit Laurent, en termes d'emploi, parce que là je parlais de la... Mais en termes d'emploi, on aura certainement des salariés qui sont reclassés dans d'autres raffineries. Ok, c'est parfait. Mais il y a également la possibilité, après, pour certains, de se réorienter vers autre chose. Donc ça, c'est des procédures qui vont être mises en place à partir du moment où il va commencer à y avoir des licenciements. Et il y a toute une... Il y a toute une machine qui se met en place, soit pour on se voit tout à l'heure, alors. Reclasser les gens dans le pétrole, dans d'autres sociétés, ou des formations qui permettraient à des gens de se réorienter vers autre chose. Ça, c'est pas impossible. Il y a des cellules, ce qu'on appelle des cellules de reclassement, écoute, qui seront mises en place. C'est parfait, on se voit tout à l'heure comme ça, mais ça sera uniquement si on va vers une issue catastrophique, c'est-à-dire la fermeture totale de la société, quoi.
Mais il est prévu des cellules de reclassement avec des réorientations. Oui, oui, ça c'est faisable, ça va se faire. Alors, donc ce que je voulais dire donc, tout à l'heure, je ne sais pas si Pascal en a parlé, un certain nombre de salariés donc, vont devoir se réorienter ailleurs que sur le site, si jamais il y a des fermetures. Et dans ces cas-là, de deux choses l'une. La convention collective permet à la possibilité de reclassement en interne, c'est-à-dire dans le monde du pétrole, avec les autres raffineurs, parce que c'est du personnel qui est excessivement bien formé. C'est des gens qui ont généralement du bac+2, voire plus, et qui ont suivi des formations tout au long de leur carrière, qui leur permet d'être toujours au top au niveau des connaissances et de leur performance individuelle au niveau professionnel. Donc il y a un certain nombre de salariés qui vont être amenés, qui vont avoir des propositions d'autres pétroliers. Donc il y a deux raffineries qui sont pas très loin, la raffinerie de Exxon de Gravenchon, la raffinerie Total du Havre, qui risquent de proposer à certains salariés des postes à pourvoir. Ensuite, il y aura bien sûr des salariés qui vont être concernés plus par des départs en retraite ou des choses comme ça, parce que ces salariés-là sont âgés et ont moins de mobilité ou ont moins de facilité à retrouver un travail, comme vous le savez fort bien, c'est quand on arrive à un âge avancé, les employeurs ne souhaitent pas investir dans quelqu'un qui va rester très peu de temps dans l'entreprise. Voilà, je ne sais pas si Pascal en avait parlé, donc je tenais juste à vous préciser ça. Non, puis j'ai dit également qu'il y avait certainement d'autres personnes qui peuvent se réorienter par biais de formation vers autre chose que le pétrole. Ça c'est possible aussi. Mais après, c'est des choix individuels. Chacun choisira. On ne peut pas obliger les gens. Ça se fera certainement pour certains, puisque des visites auprès des salariés, certains nous disent qu'ils ne veulent pas redémarrer une vie professionnelle dans le pétrole. Donc, il y a déjà des gens qui ont fait des choix. Comment vous préparez les manifestations et les assemblées générales? Parce que c'est quand même du boulot. Les AG, alors ça, pour l'instant, alors là on travaille en intersyndical, donc on parle toujours du travail intersyndical, puisque depuis plus d'1 an on travaille en intersyndical. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, quasiment tous les jours, sauf lorsqu'il y a des gens d'indisponibles, parce qu'on tient qu'il y ait au moins, puisqu'on est 3 syndicats dans l'intersyndical, il faut qu'il y ait au moins un représentant par syndicat présent à une réunion qu'on fait journalière. Tous les jours à 11h45 on a une réunion où on fait le point des infos, chacun donne les infos, c'est-à-dire qu'on partage les infos et on prépare également les différentes assemblées générales en sachant ce qu'on diffuse pas, qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à dire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours à 11h45, on a une réunion où on fait le point. Alors quelquefois, on a une réunion à 11h45 et il y a des urgences qui font qu'on a des réunions dehors. Mais de façon régulière, à 11h45 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, on a une réunion où on fait le point, des infos à partager entre nous, l'intersyndicale, et ce qu'on peut partager au niveau des assemblées générales qu'on fait normalement une fois par semaine. Normalement, on le faisait tous les jeudis. Bon, là, il y a eu quelques petites interruptions avec les fêtes, mais là, ça va repartir. Alors, au niveau des mouvements qu'on met en place et tout, c'est pareil. On construit ça. Alors, on a un petit peu de travail qui est fait individuellement au niveau syndical, et puis ensuite, comme je vous dis, on a ces réunions-là où on remet tout en commun, où chacun essaye de s'exprimer, de donner des idées, on se met d'accord sur les horaires, qu'est-ce qu'on va faire. Ce qu'il faut savoir, par exemple, si on fait une manifestation, ça tombe pas du ciel à 11h, et puis c'est pas ficelé à midi, quoi. C'est sur plusieurs journées qu'on prépare parce qu'il y a toute une organisation derrière à mettre en place. Voilà. Que pensez-vous des décisions successives du tribunal de commerce? Parce qu'il y en a eu plusieurs quand même. Il y en a eu un rebondissement. Oui. On est... alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je crois... Enfin, moi,
j'ai un avis personnel par rapport à ça. Après, il y a ce qui se passe au niveau collectif. Il y en a eu d'autres de contactés après, mais il y a déjà cette liste-là qui représente... Alors, au niveau personnel, moi, je vais vous dire, franchement, moi, je me suis fait une carapace où, à chaque fois que je vais dans le tribunal, je m'attends au pire. Comme ça, quoi qu'il arrive, même si c'est pas le pire, ça peut être que mieux, donc c'est positif de mon côté. Après, la première décision avait été parce qu'on ne sait ce qu'on vit là actuellement, enfin moi personnellement et beaucoup de gens dans la raffinerie, c'est la première fois qu'on le vit, on n'est jamais passé par ces, donc à chaque fois on part un petit peu dans l'inconnu, on ne sait pas, c'est la première fois qu'on a affaire au tribunal de commerce, qu'on voit comment ça se passe, et puis on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, quoi. Alors je veux pas décrier qui que ce soit, mais la seule chose qu'on peut trouver bizarre et désolante, c'est que ça soit un tribunal de commerce qui décide de l'avenir d'une société comme la nôtre. On n'est ni une boulangerie, ni une boucherie, ni un marchand de voitures. On est quand même sur une grosse société où il y a 550 employés. Et puis on s'aperçoit que les personnes qui dirigent le tribunal de commerce sont pas forcément des gens à la hauteur du problème mis en place et de la société mis en place. Alors c'est peut-être des gens qui sont capables de décider sur des petites sociétés d'une dizaine, maximum d'une dizaine ou d'une quinzaine d'employés et tout, mais là on est quand même, au départ on était 550 dans la société, et c'est quand même une grosse machine qui fait vivre à côté, on estime à peu près à 3 ou 4 salariés, on fait vivre à peu près, disons 4 salariés pour un salarié employé. Donc vous voyez, 450, ça fait du 2000 salariés autour de nous, quoi, des entreprises intervenantes. Donc ça représente une masse salariale, enfin une masse d'emplois énorme pour la région, quoi. Et c'est étonnant que ça soit le tribunal de commerce qui décide de ça. Mais c'est la loi française pour l'instant, elle est comme ça, elle n'a pas été changée. Les décisions, elles sont prises, je pense que ces gens-là, d'après les infos qu'elles ont et d'après les orientations qui sont données notamment par les représentants de l'État et surtout les administrateurs judiciaires. Sur une société comme la nôtre, ils peuvent pas, le juge ne peut pas prendre, il est obligé d'être influencé par ce qui est dit par le représentant de l'État et également par l'administrateur judiciaire qui s'occupe de notre société, quoi. Alors on a le droit à la parole, puisque nous on a un représentant des salariés qui, lors des audiences, a le droit à la parole. On en a même deux, il y a un représentant du comité d'entreprise et puis un des salariés. Voilà. Mais malgré tout, on était un peu déçus et surpris, mais c'est parce que c'est la première fois qu'on avait affaire et qu'on subissait cette chose-là. J'espère que on le resubira plus jamais et qu'on partira, mais là pour l'instant, maintenant on est un peu plus rodé. Mais les premières fois on a été un peu secoué. Maintenant on commence à savoir comment ça fonctionne. Mais il faut être faut faire partie de la machine et dans le truc pour s'apercevoir comment ça fonctionne, quoi. Est-ce que vous pensez que des repreneurs puissent être intéressés par une raffinerie qui est à l'arène? Ah oui, oui. Il y en a qui sont intéressés, hein. Là, ceux qui sont dans le tube actuellement sont intéressés pour reprendre une raffinerie arrêtée, hein. Maintenant, il y a des obstacles à passer, c'est à eux de travailler dessus. Mais il y a des repreneurs qui sont intéressés. Et vous, si vous voulez bien répondre, vous préférez que ce soit qui comme repreneur? C'est une question délicate alors. S'il y a une préférence actuellement, mais il y a des gros obstacles à passer. On a un repreneur iranien, c'est le repreneur idéal. Il a beaucoup d'argent, il a du pétrole, il a beaucoup d'atouts en poche. Par contre, il a
comment on pourrait dire, dans son jeu le vilain petit canard, qui consiste qu'il est iranien et puis il y a un embargo européen et mondial sur l'Iran, et ça c'est pas facile, c'est de la géopolitique. Et l'entrepreneur idéal, ils t'ont demandé. Oui. L'idéal, ce serait Shell. Oui. Pour moi, c'est Shell. Oui. L'ancien propriétaire connaît parfaitement les lieux, il sait très bien ce qu'il n'a jamais fait. Ouais. Mais bon. Pour moi, ça reste le repreneur idéal. Ça relève du Père Noël, même si l'autre est près du Père Noël. Mais non, non. Sur ceux qui sont dans... Parce que Shell n'a jamais fait part à l'administrateur judiciaire qui est intéressé par la reprise de la raffinerie. Par contre, les Iraniens sont intéressés, ils ont accès à Data Room, ils ont fait les démarches. Maintenant, ils ont des gros soucis avec le Quai d'Orsay, c'est qu'il y a un blocage au niveau du gouvernement, c'est qu'il y a un gros embargo sur toutes les sociétés iraniennes. Alors bon, il y a des discussions qui sont en cours. Pour l'instant, on attend les résultats par rapport à ça. Mais ça tient vraiment à un fil à un cheveu, même pas un fil, à un cheveu, tout ça. Voilà, pour moi, de ceux qui se sont fait connaître pour la reprise de la raffinerie, ça serait l'idéal. Pensez-vous que l'État sous Nicolas Sarkozy et l'État sous François Hollande sont suffisamment intervenus dans l'affaire Petroplus? Oui, il y a eu une intervention, suffisamment, non. Alors, ce qu'il faut savoir, que c'est sous l'ère Sarkozy qu'on a mis en place... qu'on a pu mettre en place ce qu'on appelle le contrat de processing qui nous a permis de vivre jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que Shell, on a mis en place un contrat qui nous a permis de raffiner du pétrole pour une société qui était Shell. Donc on était payé pour raffiner du pétrole. Une société nous amenait du pétrole dans nos bacs, on les raffinait, on faisait des produits finis. Et les produits finis, la société les revendait. Et pour faire la transformation du pétrole brut en produits finis, cette société-là, qui était la société Shell, nous payait tant de la tonne de brut rentrée dans la raffinerie. Voilà. Donc ça nous a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. Au moins les 7 derniers mois, là, c'est grâce, même les mois qui vont venir là, puisque ça nous a permis de mettre, en étant payé, de faire un petit peu de mettre un peu d'argent de côté, qui va nous permettre de vivre au moins, de payer tout le monde jusqu'au mois de mars. Après, on ne saura pas, on verra bien. Donc ça a été conclu sous l'ère Sarkozy, même si le contrat de processing a été démarré sous l'ère Hollande, parce qu'il y a eu le basculement d'un gouvernement à l'autre. Donc on a travaillé beaucoup sous l'ère Sarkozy, en sachant que Sarkozy avait tout à gagner médiatiquement, de dire on a fait ce qu'il fallait, Petroplus, ça y est, c'est sauvé et tout. Non, il nous avait trouvé une roue de secours. Et la roue de secours, on ne pouvait pas rouler avec infiniment. La preuve, c'est que depuis le 13 décembre, le contrat qui a été signé pour 6 mois, il est fini. Donc c'est fini, la raffinerie est arrêtée. Enfin c'est fini. La raffinerie est complètement arrêtée puisqu'on n'a plus de brut à traiter. Donc ça a été fait sous l'ère Sarkozy, même si le contrat a été finalisé sous l'ère Hollande. Donc maintenant... c'est politique, ça, ils sont en train de se disputer. Il y en a un qui dit que s'ils n'étaient pas là, jamais le contrat aurait été mis en place, et ainsi de suite. Ça, c'est de la bataille politique. Nous, ce qu'on sait, c'est que ça nous a permis de vivre au moins jusqu'au mois de... Ça va nous permettre de vivre au moins jusqu'au mois de mars. On vit encore dessus sur le contrat, parce que c'est le fait d'avoir eu du processing, c'est ce qui nous a permis de mettre un peu d'argent de côté jusqu'à l'heure, et on va certainement pouvoir vivre jusqu'au mois de mars. Maintenant, le gouvernement Hollande, on est en train de travailler avec depuis des mois, depuis qu'ils sont arrivés. Et on a beaucoup de mal. Alors, on n'est pas dans la même spirale. C'est-à-dire qu'à l'époque où on a travaillé avant les élections, c'était la fin d'un quinquennat. Et tout le monde voulait arriver le premier parce qu'il fallait avoir le plus de bulletins de vote possible. Maintenant, on est en début de quinquennat et ils ont encore 5 ans devant eux pour faire avancer là. Donc ça avance pas à la même vitesse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'est fait en très grande vitesse avant le mois de mai l'année dernière ne se fait pas à la même vitesse maintenant. Mais on a beaucoup de mal à faire avancer malgré tout le dossier avec le gouvernement Hollande. On a vraiment l'impression que ça avance tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et que nos interlocuteurs n'ont pas encore
enfin moi c'est comme ça, je le conçois, non pas encore la globalité de ce que représente l'arrêt de la raffinerie, si la raffinerie s'arrête, même en ce moment. Donc on ne sait pas. Moi j'ai mes idées personnelles par rapport à ça, mais je suis personnellement je dirais, très déçu de la réactivité du nouveau gouvernement. Voilà. Est-ce que vous avez lu le livre Petroplus? Le livre de Dominique Santis? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça c'est personnel également. Ça, il a fait que ça fait un an qu'on est dans la lutte, et nous on est encore plus exposés en tant qu'un syndicat, les syndicats, parce qu'on est encore plus près, on le vit de façon différemment, on le vit beaucoup plus près au jour le jour, même quasiment heure par heure. Et moi je me suis fait une carapace personnellement, c'est-à-dire que je travaille ici les heures qu'il faut travailler, mais quand je sors de la raffinerie, je me suis fait une carapace, j'essaie de ne plus rentrer, même si c'est difficile, dans les soucis qu'on traîne depuis un an derrière moi. C'est-à-dire que quand je sors de la raffinerie en imageant, je laisse mes valises à l'entrée de la raffinerie et je les reprends tous les matins quand j'arrive. Donc le livre, il est, et ça je peux vous l'assurer, il est sur ma table de chevet, mais je l'ouvrirai quand notre combat sera fini. C'est-à-dire que quand je vais chez moi, j'essaie au maximum de sortir de cette chose, même si c'est difficile, parce qu'il faut qu'on ait une vie à côté de celle du travail, même si elle est mêlée, même si autrement on va péter les plombs. Et moi, il faut que, personnellement, c'est ma façon de me protéger. Donc le livre, il est là, mais je l'ouvrirai quand on sera sorti de toute cette machine qui, depuis un an, nous fait... est passionnante, mais nous fait souffrir. Là, on est ensemble et tout, et même s'il y a des dégâts, enfin s'il y a des choses collatérales qui arrivent malgré tout dans le cercle familial, j'essaie au maximum de le protéger par cette façon-là. Donc j'évite au maximum. Alors à tel point, alors ça c'est toujours des ressentis personnels, hein, que j'aurais même tendance à commencer à vivre comme un ours, dans la mesure où quand on va à l'extérieur, quand on rencontre des amis, la première chose qu'ils vous demandent c'est comment ça va à Petroplus. Ah ben oui, et pour moi ça devient de plus en plus difficile d'en parler à l'extérieur. Voilà. Mais ça c'est mon avis personnel. Donc le livre de Dominique Santis, on en a parlé et tout, mais je ne l'ai pas encore lu. Et justement, est-ce que vos différents syndicats ont mis en place une cellule de soutien psychologique qui fasse... Alors c'est pas du ressort des syndicats, c'est du ressort du CHSCT, tout ce qui s'occupe d'hygiène et sécurité, et de la direction. Donc il y a une cellule qui a été mise en place par la direction, et où il y a un suivi, je crois tous les 15 jours ou 3 semaines, il y a un suivi de comment ça se passe, quels sont les soucis qui naissent dans la raffinerie, à l'extérieur de la raffinerie. Je sais qu'il va être mis en place un numéro vert, c'est-à-dire des gens qui peuvent, avec une cellule d'écoute, qui va être mis en place par la raffinerie. Mais tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça coûte de l'argent. Et des moyens, on en a très peu. Parce qu'on vit avec une cagnotte, il y a un compte avec de l'argent, et à chaque fois qu'on tape dedans, jusqu'alors on avait le contrat de processing qui nous en amenait un peu, mais maintenant ça y est, on est en train de vider la caisse, et il n'y a plus d'argent qui rentre dedans. Donc, ou s'il en rentre, il en rentre très peu. Mais donc cette cellule va être mise en place. Elle est en place, la cellule est en place, c'est le numéro vert qui va être mis en place. Il est mis en place, ça y est. Donc le numéro vert est mis en place. Où les gens peuvent appeler, et il y a une cellule d'écoute. Voilà. Les gens et leurs familles. Oui. Oui, toute personne touchée par la cata qui nous arrive, que l'on vit depuis un an, quoi. Voilà.